Notre invité de 20h15, je serai en compagnie d'Alain Madelin. Alain Madelin qui vient de nous rejoindre dans ce studio, ancien ministre de l'économie et des finances, des entreprises et de l'industrie. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu. Bonsoir également à nos deux chroniqueurs de la deuxième heure, Gilles Boutin, journaliste en politique économique au Figaro. Bonsoir Gilles. Bonsoir. Et bonsoir Alexandre Malafaille, fondateur du think tank Sinopia. Bonsoir Mickaël Dorian. J'aimerais que l'on commence avec cette mobilisation de jeudi. La tension monte à un peu plus de 24 heures de cette mobilisation du 18 septembre. Pendant ce temps, les concertations se poursuivent autour du budget à Matignon. Marine Le Pen sera reçue demain, la chef de file du Rassemblement national, qui était d'ailleurs ce matin l'invitée de CNews et Europe 1. Elle propose l'instauration d'un impôt sur la fortune financière. J'aimerais qu'on l'écoute et je vous donne la parole juste après Alain Madelin. On écoute Marine Le Pen. Concernant la taxe Zuckman, notre problème essentiel, c'est qu'elle touche évidemment les biens professionnels. Nous avons, une autre proposition que nous avons effectuée à plusieurs reprises qui permet de préserver la résidence principale ou unique, de protéger les biens professionnels et d'exonérer 75% de la détention des parts de PME et d'ETI. Ça s'appelle l'impôt sur la fortune financière. Je pense qu'il n'est pas anormal que ceux qui sont les plus riches dans notre pays participent au règlement des difficultés. Enfin, ce serait tout de même étonnant. C'est pas un totem d'immunité quand même d'avoir une très grosse fortune. Vous voyez, ce serait étonnant qu'on demande des efforts aux uns et aux autres et que les seuls à qui on n'en demande pas seraient en l'occurrence ceux qui ont un gros patrimoine. Marine Le Pen, ce matin sur CNews et Europe 1. Alain Madelin, un mot sur ces paroles de Marine Le Pen qui s'exprimait donc ce matin sur nos antennes et sur cette volonté d'instaurer un impôt sur la fortune financière. D'abord, ce qui est en cause, c'est pas les propos de Marine Le Pen. Ce qui est en cause, c'est le Parti socialiste qui empare de LFI en emportant le programme de LFI sur tous les sujets. Quand je vois Monsieur Faure proposer de mettre le drapeau palestinien, il a appris ça à LFI. Sur les mairies. Et quand je vois le gouvernement chercher à trouver des accords avec ce Parti socialiste-là, le Parti socialiste de la taxe Zuckman, puisqu'on va y revenir, je lui souhaite bien du courage, et je ne pense même pas que ça soit une bonne chose pour notre pays. Toujours est-il que la chef de file du Rassemblement national s'aligne sur cette mesure. Oui, comme beaucoup de gens. Alors, cette mesure... sans trop y réfléchir, d'ailleurs, je dirais presque ça aussi pour Marine Le Pen, sans trop y réfléchir, parce que moi aussi je trouve cette tâche très sympathique. S'il existe un moyen de résoudre nos problèmes, les bas salaires, les questions de rembourser nos dettes, avec un coup de baguette magique qui consiste à faire payer les super riches qui d'un côté sont accusés de ne pas payer autant d'impôts qu'ils le devraient, moins d'impôts qu'une infirmière, dit-on, avec juste 2%, c'est pas grand-chose 2%. Alors oui, je suis pour la taxe Zuckman. Malheureusement, je suis aussi un homme politique, je suis aussi un économiste, et je regarde un peu derrière. Et là, je m'aperçois que c'est vraiment un truc idéologique, fou, qui ne correspond... Les résultats, c'est quoi? C'est pas une taxe sur les super riches. En réalité, quand on regarde d'un peu près, je pourrais le développer si vous le voulez, c'est une taxe sur toutes les moyennes entreprises qui font la richesse de notre territoire. 100 millions, c'est pas grand-chose. Je vous prends juste un exemple. Une entreprise de 100 millions de transport, elle a une 150 camions, elle a des entrepôts, elle dépasse les 100 millions. Comment payer cette taxe 2% sur ces 100 millions? Alors vous regardez, elle peut vendre des entrepôts, elle peut vendre des camions. Et vous savez combien ça représente de camions? Elle les vend au prix d'occasion. Ça représente 40 camions par an. Eh oui, 40 camions par an. Bonne interruption. Donc si je comprends bien, sur le papier, vous êtes favorable à cette taxe Zuckman, mais je suis favorable à l'illusion de la taxe Zuckman. Si c'était, à la limite, vous pourriez presque accepter un impôt sur la dépense, mais vous acceptez là un impôt sur le capital, et le capital, il travaille. Et quand on dit que les riches ne paient pas d'impôts, la réalité, c'est qu'ils vont payer leurs impôts sur leurs dividendes, comme tout le monde, mais que, quand l'entreprise fait des bénéfices, mais en réalité, leur capital,
Il fait travailler des gens, il fait travailler des sous-traitants, mais aussi il est extrêmement rentable pour le fisc. Et s'il est rentable pour le fisc, c'est bien le détenteur de capital qui fait ça. Et en réalité, grosso modo, j'arrondis, mais pour 1 euro de dividende, vous avez 2 euros qui vont au fisc. C'est-à-dire que en réalité, vous multipliez facilement l'impôt par 3 et vous aurez l'idée de ce que représente cet impôt sur les riches. Et encore une fois, il est destructeur. Il ne fabrique pas de la croissance. Au contraire, c'est un impôt tellement anti-moderne que je n'imagine pas qu'on puisse être pour cette taxe. J'ajoute un dernier point. Les socialistes nous ont fait expérimenter à contre-courant du monde les 60 ans. Ils nous ont fait aussi expérimenter les 35 heures. Maintenant, ils voudraient toujours, à contre-courant du monde, nous faire expérimenter la taxe Zuckman que le monde ne veut pas. C'est absurde. C'est absurde, s'il vous plaît, messieurs les socialistes. Épargnez-nous cela. Gilles Boutin. Oui, Alain Madelin, la peur de la taxe Zuckman est telle que le patronat semble ouvert à la possibilité d'un impôt sur la fortune, enfin d'augmenter la fiscalité, non pas sur les entreprises, mais sur les plus aisés. Donc tout pour sauver l'appareil productif. Que pensez-vous de cette possibilité, malgré tout, l'extrême limite, d'augmenter la fiscalité des plus riches ? Que des patrons décident de contribuer à l'effort national à un moment donné, je suis pour. Vraiment, bravo, messieurs, merci. Mais objectivement aussi, j'étais patron, je suis d'ailleurs partiellement patron. Si j'étais patron, je dis, mais pourquoi faire ? Alors là, il y a un gros problème. Alors pour les socialistes, c'est simple, ils disent pour faire des dépenses nouvelles. Alors si on fait des dépenses nouvelles, cela suppose qu'ils n'ont pas rompu avec l'idée que la dépense augmente la croissance. Si la dépense fait la croissance, nous sommes les champions du monde de la croissance, puisque nous sommes champions du monde de la dépense. Donc ça ne tient pas la route. Et il est normal de s'interroger sur pourquoi faire. Alors dans le budget actuel, j'ai le sentiment que sans réforme profonde, eh bien, on remplit le tonneau des Danaïdes. Mais si c'est justement ma question. C'est justement ma question. En fait, on n'a pas le choix avec cette taxe Zuckman. On va l'avoir. Parce qu'on est incapable de faire le reste. La réforme de l'État, vous êtes bien placé pour le savoir, vous observez le problème depuis très longtemps, la création de richesse, la vraie création de richesse, on n'y arrive pas, la transformation de notre modèle économique, toutes ces grandes réformes sont, donc on ne fait pas, on est incapable de faire des économies sur le fonctionnement général, donc de fait, on n'a qu'une solution, c'est d'augmenter les impôts, les taxes. L'idée, je fais des économies, ça marche une fois. Et c'était le premier budget Bayrou. Et Bayrou était si conscient que ça ne pouvait pas marcher 2 fois, qu'il avait annoncé, vous vous souvenez peut-être, qu'il allait balayer tous les budgets de l'État au premier euro pour regarder dépense après dépense, cette dépense est-elle justifiée, ne l'est-elle plus, comment la fait-on, quel est son rendement, peut-on la faire autrement, peut-on privatiser, peut-on la déléguer, peut-on la concéder, etc., etc. Ça, ce sont des réformes de fond. Il est temps, on a loupé le premier budget, ce budget-ci, c'est un drame. Parce que logiquement, on devrait avoir des réformes de structure aujourd'hui. Donc, essayons de ne pas louper le prochain budget 2027. Alors, donc, il s'agit, juste un mot. Allez-y. Donc, s'il s'agit juste de passer l'obstacle, j'ai une solution en dehors de la taxe Zuckman. C'est ce que font tous les foyers en été. Quand l'huissier tape à votre porte, qu'est-ce que vous faites ? Vous regardez ce que vous avez à vendre. Et je vendrais 20 ou 25 milliards des participations de l'État, car participation de l'État n'a pas à être chez Orange, chez Engie, etc., etc. Donc, nous avons le moyen de passer ce cap, et derrière, je ferai les réformes. Et si moi, entrepreneur, je sens que des réformes se font, et si vous faites appel à ma solidarité, je dis banco. C'est bien parce que j'ai un horizon. C'est donnant. À l'heure actuelle, c'est un budget sans chance, c'est un budget sans horizon. Faire des économies, c'est pas un projet. Les gens ont besoin de rêver, ont besoin d'avoir un horizon. Alors là, on s'engage tous, on se retrousse les manches. Mais là, vous nous demandez de nous serrer la ceinture. Une fois encore, non. Autre mesure en vue de faire des économies, le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé la fin prochaine des avantages à vie octroyés aux anciens membres du gouvernement. Votre avis sur cette question. Aucun. Et votre avis en tant qu'ancien membre du gouvernement aussi. Aucun pif gadget. Pif gadget ? Oui. Pour quelle raison ?
parce que, franchement, qu'un ancien président ou qu'un ancien Premier ministre ait un minimum d'avoir un train de vie encore qui correspond avec la fonction qu'il a exercée, ce sont des hautes fonctions, ceci ne me choque pas. Pour les ministres, ça n'existe pas. Mais en matière d'économie, ça représente combien ? Oh, j'en sais rien. 5 millions. 25 millions. Okay. 5 millions. 5 millions. Bon. Oui. Très bien. Mais franchement, ce sont des fonctions importantes. Et quand vous avez exercé ces fonctions-là, qui sont des fonctions totalement prestigieuses, le fait d'avoir toujours des gens qui vous harcèlent, qui vous envoient des lettres, etc., vous avez besoin d'un secrétariat, vous avez besoin d'un minimum. Quand vous déplacez... Oui, mais quand on demande aux Français de se serrer la ceinture, écoutez, de faire certains efforts, est-ce qu'on peut comprendre aussi que les Français attendent ça également Moi, j'explique tranquillement aux Français ce point de vue. Ils le partageront peut-être pas, et je leur dirai qu'en revanche, si vous voulez des économies sur le fonctionnement de l'État, j'ai d'autres choses à vous proposer. Alors justement, sur le fonctionnement de l'État, si je puis me permettre, beaucoup de gens ont mis beaucoup de sujets sur la table en disant plein de bonnes idées. Mais le vrai problème, comme toujours, c'est qu'on a pratiquement tout inventé sur le quoi, voilà ce qu'il faut faire, mais personne ne travaille vraiment sur le comment on fait. Si vous étiez aux affaires ou si vous deviez conseiller demain le prince qui arrivera aux affaires, vous lui proposeriez quoi en termes de méthode pour faire vraiment avancer la transformation et la réforme de l'État ? La méthode, elle est très simple. Ça consiste à ce qu'avait annoncé Bayrou d'ailleurs. Reprendre toutes les fonctions de l'État une à une et voir ce que l'on peut faire autrement. Je prends un exemple justement pas dans l'État lui-même, mais dans l'État social. Le truc qui paraît le plus difficile à réformer. Prenons l'exemple de la santé. La santé, on ne peut pas la piloter. Qui est responsable ? Quels sont les vrais financements de la santé ? Vous savez, vous ? Moi, je ne sais pas. On mélange la solidarité, c'est-à-dire l'impôt, ce qui resserre de l'impôt, et l'assurance, dont on a oublié la fonction de l'assurance. Donc je suis obligé de clarifier ces fonctions. Je suis obligé de mettre de vrais responsables derrière. Et à partir de ce moment-là, je peux commencer à espérer faire des économies. Tant que je n'ai pas fait ça avant, je ne peux pas le faire avant. Et puis après, dans des tas de domaines, je veux dire, si vous voulez faire des économies, il faut faire de l'économie. Et l'économie dans le budget de l'État ou de la protection sociale, ça passe par quelque chose qu'il faut introduire avec un peu de prudence, mais il faut dire qu'il faut le faire, ça s'appelle la concurrence. Seule la concurrence vous permet de faire le meilleur produit au meilleur prix. Alain Madelin, vous restez avec nous encore quelques minutes ? Bien sûr. On va marquer une courte pause. Et alors, vous parliez d'économie, justement. Sonia Mabrouk vous donne rendez-vous dans Europe 1 matin pour la grande interview CNews Europe 1. Un entretien sans concession, tous les matins en direct à 8h10 sur CNews et Europe 1. Et demain, Sonia reçoit Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France, candidat à l'élection présidentielle de 2027 et auteur de Où va le pognon aux éditions de l'Archipel. A tout de suite sur Europe 1. Europe 1 Soir. 19h, 21h. Mickaël Dorian. Toujours en compagnie de nos chroniqueurs Gilles Boutin, Alexandre Malafaille et puis notre invité ce soir Alain Madelin. J'aimerais qu'on parle à présent de cette nouvelle agression de policiers. Une nouvelle fois, nos forces de l'ordre sont la cible d'une violence inacceptable qui interroge sur la montée des tensions dans certains quartiers. 7 policiers violemment agressés lors d'une intervention. 2 hommes ont été mis en examen pour violence aggravée et placés en détention provisoire. Ça s'est passé ce week-end à Reims. L'enquête est en cours, mais cet acte choque une nouvelle fois et illustre de la montée de la violence contre nos forces de l'ordre, Alain Madelin. Oui. C'est un ensauvagement, comme on dit, de la société. Il a des causes longues, il a des causes qu'il faudrait regarder. Vous avez une microculture violente qui s'est installée dans des tas de quartiers. Et pour quelle raison ? Alors, il y a des raisons longues qui consistent à l'urbanisme, qui consistent au fait de perte de perspective, qui consistent à des gamins qui se sentent un peu laissés pour compte, qui sont au fond de la classe, l'échec de l'éducation, grosso modo, allez, pour faire simple, c'est le miroir grossissant de l'échec de l'État-providence. Ajoutez à cela l'immigration, l'arrivée d'une culture qui n'a pas du tout l'intention de s'intégrer chez nous, qui fait France à part, et donc qui fait quartier à part, avec une culture de la violence qui fascine les caïds, fascine un peu les petits. Bon, oui, voilà, et vous avez une microculture refermée sur elle-même qui est une microculture violente, et c'est très très difficile d'en sortir. On en reparlera peut-être un jour. C'est un échec de l'État lié aussi à un certain manque d'autorité aussi. Oui, bien sûr, mais d'une certaine façon, les flics font leur boulot. Ils font bien leur boulot. Même en civil, puisqu'ils ont mis fin à une échauffourée juste avant, et c'est ça qui a provoqué cette agression. À l'arrivée, leur autorité n'est pas respectée.
Alors, il y a de mille causes à ça. Il y a une cause qui est très importante, c'est que l'autorité qui n'est pas respectée, elle n'est pas respectée par les tout petits, les gamins, les 12 ans, les 13 ans, etc. Et puis, les 13 ans, on ne sait pas très bien faire, parce que il y a l'injure, il y a l'outrage que subissent tous les jours les policiers. Si vous voulez un jour faire une émission passionnante, Vie ma vie. Allez, vous faites venir des policiers de Dubaï, vous faites venir des policiers des États-Unis, vous faites de toutes les villes, et puis vous envoyez des policiers français dans ces villes-là. Vous faites un échange de policiers. Et vous verrez, vous apprendrez beaucoup de l'exception française, de ce point de vue-là. Alors, pourquoi y a-t-il cette exception ? Il y a une raison aussi qui est à la fin. La lutte contre ça, c'est l'entrée sur le marché du crime ou de la violence. C'est une addition. Le risque d'être arrêté. Le risque d'être condamné. Le risque d'exécuter une peine suffisamment ferme. Arrêté, ça existe. C'est bien, la police fait son travail. Condamné, ça existe un peu moins. Un peu moins, oui, mais il faut regarder les causes. S'agissant, je parle de la délinquance des mineurs. S'agissant de la délinquance mineure, vous avez une cause qui est ce gamin, qu'est-ce que je fais avec lui ? Je le mets en prison, il y a peu de place dans les prisons. Et si par hasard je le mettais en prison, c'est une école du crime. Dans des centres adaptés pour les mineurs, il n'y en a pas. Et donc vous avez une énorme défaillance, ce qui fait que vous ne pouvez pas pratiquer la sanction 0 ou 0 plus 1. Le premier truc, vous passez, fermez les yeux. Donc c'est quoi ? C'est une faille du système finalement. Bien sûr, oui. Alors vous me demandez mon remède ? Oui, je vous écoute. C'est très simple. Je fais un plan Notre-Dame pour la construction de prisons et surtout de centres adaptés aux mineurs. Pour les mineurs. Je fais d'abord un appel à projet. Parce que je ne sais pas très bien ce qu'il faut faire pour les mineurs. Il y a des solutions un peu autoritaires, il y a des solutions un peu plus souples. Moi, je m'étais occupé d'un centre fermé dans la région parisienne. Donc, je vois bien ce que l'on peut faire. C'est quoi le plan Notre-Dame, Alain Madelin ? C'est un chef, un délai, et faire sauter les obstacles sur les procédures. Pas d'exception. Voilà, l'exception. Voilà. Et donc, je fais un plan Notre-Dame pour ça. Donc, à l'arrivée, je sélectionne 2 mois plus tard ou 1 mois plus tard. Je sélectionne les projets que je retiens. Ensuite, je fais un appel d'offres. Ensuite, s'il le faut, je vends les bijoux de famille. À savoir les participations de l'État dont je parlais tout à l'heure. Pour, après tout, des places chez Engie pour l'État, j'en ai pas besoin. En revanche, des places dans les prisons, j'en ai besoin. Donc, je prends l'argent où il y en a, et puis en plus, je fais contribuer, financer le privé. Et je vous garantis que en 6 mois, vous avez des résultats qui commencent, et en 1 an, on a fait déjà, le plan est parti, les gens reprennent confiance dans le système. Voilà une solution. Là, vous parlez de centres créés en réaction à des délits commis par des mineurs, mais ne faut-il pas élargir également à l'éducation nationale, c'est-à-dire faut-il une reprise en main, parce que avant que des mineurs en viennent à un stade où on réfléchit à les envoyer dans des centres, il y a une petite délinquance du quotidien, et tant de professeurs vous diront l'horreur qu'ils vivent au quotidien. D'où tu parles, c'est un sujet que je connais. Je vous dis, le premier centre, je m'étais occupé du reclassement des types qui étaient des durs. On a recasé 6 sur 12, ce qui n'était pas rien à l'époque. Donc je sais un peu comment on parle, je sais un peu comment on fait. Les banlieues, je connais. Je fais régulièrement des tournées dans le nord de Marseille. Je rencontre des gens qui sont des caïds, des trucs. Ça m'intéresse de dire qu'est-ce que l'on peut faire. Je pense que emprisonner un mineur dans un centre comme celle-là, c'est bien sûr le punir, mais c'est surtout lui donner une chance de s'en sortir. Donc c'est pour ça que je suis partisan d'une répression forte. Alors maintenant, si je vais sur les causes, faillite de l'éducation nationale. Ça c'est clair. Je vous garantis que tous les mineurs délinquants que j'ai vus, je leur pose la question, la même à chaque fois. En classe, t'étais où ? Dans la classe, t'étais au premier ? J'étais au fond, monsieur. Tous étaient au fond. Ça en dit beaucoup, je veux dire. Ça signifie qu'il y a un vrai échec de l'éducation nationale. Je discute avec des parents, et des parents qui n'en peuvent plus. Oui, mais qui ont envie de mettre leurs enfants ailleurs. Carte scolaire oblige, ils ne peuvent pas faire. Mais mon fils est bon, il est martyrisé par les autres parce qu'il est trop bon. Mais enfin, vous dites, c'est pas possible. Donc il y a un énorme échec de l'éducation nationale. Oui, bien sûr. Oui, mais est-ce que ce n'est pas aussi des remèdes aussi, si vous voulez. Alors, les remèdes, évidemment, c'est intéressant, mais est-ce que ce n'est pas aussi des excuses qu'on peut trouver à ces personnes qui commettent effectivement des violences et des violences auprès des policiers ? Je ne le prends pas. Vous avez bien vu que je ne le prends pas sur le domaine de l'excuse. Je le prends sur le domaine de l'analyse et de la compréhension. Je ne dis pas que j'en fais une excuse, mais j'aime bien comprendre quand même. Alexandre Malafaille. Et si on prend plus généralement le problème de la violence dans la société, et en particulier la violence à l'égard des forces de l'ordre,
qui est croissant et où il y a finalement absolument pas de respect de l'autorité entre ceux qui s'arrêtent pas quand on les arrête et puis ceux qui vont carrément bastonner des policiers comme on l'a vu encore à Reims et on l'a vu dans d'autres circonstances tout à fait récemment. Comment on fait pour ne pas basculer dans un modèle à l'américaine où finalement on donne carte blanche aux forces de l'ordre pour tirer en cas de menace, parce que c'est ce qui se passe aux États-Unis. Là-bas, le recours à l'arme à feu est beaucoup plus régulier. On n'en est pas là. Je parle de l'outrage aux policiers. Quelque chose que peuvent très bien d'ailleurs filmer ce que les caméras embarquées des policiers. Pardonnez-moi, monsieur Madelin. Aux États-Unis, si c'était passé ce qui s'était passé à un équivalent de Reims, ils auraient sorti leurs armes. Ils se seraient pas laissés bastonner comme ça. Bien sûr, mais je ne dis pas autre chose d'ailleurs, à un moment donné. Mais voilà, le problème, il est d'abord de reprendre la question à la base. Si vous commencez aujourd'hui par donner les droits de la police américaine à la police française, on est assez mal parti. Et puis en plus, je suis pas un admirateur de la police américaine, plus de la police anglaise d'ailleurs. Mais une fois qu'on a dit ça, mais ça se regarde tout ça s'étudie. Mais je dis simplement, moi, ce qui m'interroge, c'est le gamin. Le gamin qui va faire une dérive formidable et qui va aboutir à ça. Et je veux l'arrêter le plus tôt possible. Et le plus tôt possible, ça commence déjà par l'outrage. Et un outrage, comment vous faites en France ? Il vous insulte, il vous crache à la figure, etc. Qu'est-ce que vous faites derrière ? Rappel à la loi, au plus ? On laisse filer, on laisse passer. Mais à un moment donné, il faut pas que j'ai un rappel à la loi un an plus tard, mais c'est de la folie tout ça. Donc c'est la raison pour laquelle j'insiste beaucoup sur ce maillon essentiel qu'est la justice. Et quand je dis la justice, c'est terminé par la pénitentiaire. Et quand la pénitentiaire, je suis quand même plus nuancé. Les mineurs, je veux pas les mettre en prison, mais je veux les mettre dans des centres avec une graduation de centres. Il y en a qui sont fermés, il y en a qui sont peu autoritaires, etc., qui correspondent à différents types. Il faut faire le travail là-dessus pour essayer de regarder les différents types. Mais quand vous les avez, à ce moment-là, je vous assure que les magistrats suivront cela. Et avant ça, la majorité des magistrats, il y aura toujours des exceptions, bien sûr. Et avant ça, l'autorité en classe, on peut la restaurer ? Parce que ça part de là aussi. C'est le début. Faut-il une aide aux enseignants pour maintenir cette autorité ? On parle d'autorité en classe, c'est-à-dire si jamais vous avez un geste maladroit, vous faites le 20h d'un journal télévisé. C'est un problème. Et vous comprenez aujourd'hui qu'il y a des enseignants qui s'en sortent très bien. Il y a des enseignants qui s'en sortent assez mal. Donc qu'est-ce qu'on fait pour que les moins bons enseignants, qui sont moins rompus à ça, deviennent des enseignants rompus à quelque chose qu'ils n'ont pas prévu lorsqu'ils se sont engagés dans la fonction enseignante. Et le problème, il faut former aussi les enseignants. Enfin, c'est très compliqué. Mais c'est exactement. Mais le parallèle est exactement le même avec la police, en fait, finalement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des enseignants qui ne se sentent plus respectés, sont aussi, et ça c'est un autre problème, mais sont également extrêmement mal payés, ne sont plus respectés par les élèves, et de la même façon que les policiers aujourd'hui sont maltraités et sont mal payés et vivent mal. Il y a une crise des vocations dans ces métiers-là aujourd'hui. Pour l'enseignement, je n'ai pas de solution toute prête. Et on ne connaît pas très bien la solution. La seule chose que l'on peut faire, c'est des établissements autonomes, concurrents entre eux. Et puis, on verra bien, parce qu'il y aura des équipes enseignantes qui vont être meilleures que les autres. Et la diffusion des bonnes pratiques, elle est plus rapide qu'on ne le croit. Mais donc, il faut commencer par cela. On a commencé il y a 20 ans, au moins. Merci beaucoup Alain Madelin, merci d'avoir été avec nous, ancien ministre de l'économie et des finances, des entreprises et de l'industrie.